se dénie en vérité, éviter de poser les problèmes de fond dans toute leur complexité. Au nom du slogan « Pas l'amalgame », il dispensait la classe politique, les médias et toute la société française de prendre le temps d'expliquer et d'opérer la distinction entre islam et islamisme. On oubliait un peu facilement que ce mal avait d'abord frappé cruellement de sa domination totalitaire de vastes populations musulmanes au Proche-Orient, en Afrique et en Asie. On omettait de voir que 2 des soldats assassinés le 11 mars à Toulouse et le 15 mars à Montauban étaient de confession musulmane. Et il a fallu l'abominable à plus grande échelle et des assassinats à répétition pour ébranler cet aveuglement, hélas, choisi. Il a fallu les événements de Charlie Hebdo puis l'Hyper-Cacher en janvier 2015, le Bataclan et les bars de Paris en novembre de la même année, puis l'assassinat du couple de policiers de Magnanville, le 14 juillet sanglant de Nice en 2016, et peu après, le martyre du père Hamel à Saint-Étienne de Rouvray, et encore le meurtre du colonel Beltrame en 2018 et tant d'autres. La liste que je donne est incomplète. Oui, il en a fallu beaucoup de meurtres pour que nous ouvrions enfin les yeux et que nous finissions par accepter de voir le mal en face en le nommant correctement. Alors certes, depuis, nous avons renforcé les protections et il faut en savoir gré aux gouvernements qui se sont succédés. Pour autant, aujourd'hui, notre inquiétude n'est pas dissipée. L'islamisme a continué à progresser, sans doute plus sourdement, à bas bruit, comme une grande graine. De façon plus générale, les violences n'ont cessé de monter dans notre société en proie à une multitude de tensions sur fond de contestation croissante de l'autorité républicaine et d'un hyper-individualisme ravageur qui délite le lien social. L'antisémitisme, défaite de l'humanité et amputation de l'intelligence a ressurgi, comme si le drame absolu qu'a été la Shoah avait été effacé de notre mémoire collective, rangé au rang d'archives poussiéreuses, étrangères à nos vies. De tout cela, il résulte de la situation que nous connaissons en cette veille d'élection présidentielle, un poids inédit des extrêmes, de ce que j'appellerais l'indifférentisme démocratique qui atteint des niveaux records, même si, bien sûr, d'autres problématiques que celles que j'ai évoquées nous ont conduits là. Alors oui, mes amis, il est temps de se mobiliser avec ferveur et de faire face avec davantage de fermeté, en réaffirmant nos valeurs humanistes, laïques et démocratiques, en combattant l'islamisme avec des armes plus efficaces et qui soient à la hauteur, en restaurant l'autorité de l'État républicain sans chercher à plaire aux prescripteurs d'opinion vivant loin de ces problèmes, et en sachant, sur ces sujets régaliens et civilisationnels, pratiquer une unité nationale débarrassée des arrière-pensées politiques. Ce matin et ce midi, j'étais dans la cour de cette école avec la famille Monsolégo, le directeur et son épouse. Et dans un moment émouvant, nous avons été quelques-uns à prendre la parole et ça n'était pas facile de le faire. C'est davantage facile de le faire cet après-midi à l'occasion d'un colloque. Mais quel courage, hein.
Quel courage celui des victimes, des parents des victimes, des proches des victimes, comme Madame Ziatel, comme M. Sandler, qui sont là au premier rang, comme le couple Joly, d'extraordinaire en termes de valeur humaine. Mais j'ai répondu au fond ce matin, avec mes mots et mon émotion, à votre question. Oui, sans doute, les attentats de Toulouse et Montauban, et bien sûr celui du 19 mars 2012, signent une période, celle du déni. Nous avons été peu nombreux au cours de cette décennie à dénoncer ce qui se passait dans les quartiers populaires. Peu nombreux à lire l'ouvrage que Bernard Rouget connaît bien, puisqu'il y a eu une contribution majeure sur les territoires perdus là. Peu nombreux. Pour les mêmes raisons qui ont été indiquées par Carole Delga et surtout par Jean-Luc Moudin il y a un instant. Parce que nous avions peur de nommer les choses. Et le 19 mars 2012, tout ça explose en pleine campagne électorale à la figure d'Abdel. L'antisémitisme, qui est celui qui nous vient, qui est ancré dans le monde arabo-musulman et dans l'islamisme. C'est cette réalité. Et à partir de là, il ne fallait plus lâcher. Et malheureusement, il a fallu attendre janvier 2015 et les attentats de Charlie Hebdo et bien sûr de l'hypercacher, avec cette phrase que je rappelais de nombreux de mes compatriotes en disant: s'il n'y avait pas eu Charlie Hebdo, il n'y aurait pas eu des millions de personnes dans la rue le dimanche 11 janvier. Terrible, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est la réalité. Eva me raconte que Liora commence à marcher, à dire quelques mots. Ma belle-fille se réjouit que je vienne le lendemain les voir. Ils ne sont à Toulouse que depuis 6 mois. Ce 28 janvier, je sors du métro, cherchant des yeux le nom de la rue, afin de m'orienter jusqu'à leur adresse. Soudain, j'entends des cris, des pépiments excités, une cavalcade. Dans le soleil hivernal qui m'éblouit, je reconnais à contre-jour mes 2 petits-fils
qui dévale la pente en tendant les bras vers moi. « Papy !» crie-t-il, se bousculant pour être le premier à se jeter contre mon torse, se disputant la primeur d'être pris dans mes bras, soulevé contre le ciel et embrassé. Jonathan, leur père, n'a pas couru, il nous rejoint en riant et je l'embrasse. Ce 28 janvier 2012, c'est la dernière fois que je tiens contre moi mon fils et mes deux petits-fils. Ce 28 janvier 2012, Gabriel, Arié et Jonathan ont encore 51 jours à vivre. Nous nous étreignons, Jonathan sourit, 51 jours avant que nous soyons condamnés pour l'éternité. Depuis ce carnage, je vis sous anesthésie, comme un fantôme dont les émotions sont effacées, les rires assourdis et les humeurs atomes. Même les paroles de mes proches se sont transformées en murmures que je peine à entendre. L'absence de Jonathan, de Gabriel et d'Arié me hante. Que veut dire 10 ans pour les familles, si ce n'est le baptême? Un récit contre l'anéantissement dans la poussière, de l'encre pour conjurer le sang versé. Ces mots sont leurs stèles, le parchemin où leurs rires, leurs chants, leurs pleurs et nos hésitations ne s'effaceront jamais. La fresque où mes enfants tués, mon cousin Jeannot déporté, mes grands-parents pourchassés, mon père traqué, ma mère internée et ma sœur cachée prendront chair aux côtés de mon épouse, de ma fille, de ma belle-fille, de mes petits-enfants survivants et de ceux à naître, de mes amis, de mes professeurs, de nos élus, de mes frères juifs, catholiques, protestants, athées et musulmans. La chorale des morts, ce 19 mars de Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam, suivi des vociférations de l'imam Tataï, de plusieurs de ses collègues toulousains et ariégeois. À la lisière du monde, devenu mon propre fantôme, je m'oblige à me tenir debout pour porter haut la mémoire des miens, la vôtre, mes enfants, dont les chemins sont justes, et je me souviens des jours anciens, les nôtres, ceux du Toulouse de Monseigneur Saliège, ceux de Toulouse de Saint-Exupéry. Jamais leurs funérailles. Inhumation à Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif, d'où je suis venu ici aujourd'hui avec ma femme Michal, accompagnée par demande du Parlement, de la Knesset et des dignitaires israéliens. Aujourd'hui, nous exaltons la mémoire des saints, cruellement abattus par un ואיפה הוא ביצע את זממו? בבית ספר, בית חינוך, במקום שבו ילדים חייבים להרגיש בטוח.
זכים וטהורים, שנרצחו בידי איש תמים, שבמסע הרצח שלו בטולוז ובמונטובן הרג ופצע רבים, נוצרים, מוסלמים, יהודים וחסרי דת. הוא רצח את לוחמי צבא צרפת, אבל שנוף, מוחמד דגואד, עימאד אבן זיאדן, יהי זכרם ברוך. מכובדיי, במקורות שלנו נאמר, ואני מצטט, מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. על הפסוק הזה מספר תהילים כותב לנו גדול רבני צרפת וענק היהדות רש"י, רבינו שלמה יצחקי, כי הילדים הקטנים מלאי התום והשמחה הם שנותנים את הכוח להשבית אויב ומתנקם. מהם אנחנו שואבים את העוצמה להמשיך ולהאמין בטוב ולדמיין עתיד אחר. ושל קודמיך ושל ממשלת צרפת ורשויות הביטחון בשנים האחרונות לשמירה על ביטחונן של הקהילות היהודיות. כמי שהקשר של משפחתו לצרפת הולך דורות ומאות שנים אחורה, אני מעריך ומוקיר את מערכת היחסים והידידות העמוקה בין מדינותינו ועמנו. ביטויים של אנטישמיות כוללים גם התבטאויות ומעשים של שנאה למדינת היהודים, מדינת ישראל, ורצון להשמידה. איראן היא מובילה עיקרית של הקו הזה. היא מזינה, מתסיסה ומלהיטה את Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Messieurs les Présidents, le Président Nicolas Sarkozy, Monsieur le Président François Hollande, Monsieur le Premier ministre, chère Madame Basse, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire, Madame la Présidente du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du CRIF, Monsieur le Président du Conseil régional. Merci de cette émission. Monsieur le Président du Consistoire, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Président du Fonds social juif unifié, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, chères associations, chères familles, Mesdames et Messieurs. 10 ans ont passé. 10 ans qui ne feront jamais oublier ce mois de mars 2012 où les déflagrations de haine et de feu frappèrent par 3 fois Montauban et Toulouse. 2 villes, juste parmi les nations. 10 ans qui auraient dû compter parmi les plus beaux d'une vie pour des enfants qui étaient pleins d'avenir et de rêves, pour des soldats qui avaient 20 ou 30 ans et qui servaient nos armes avec courage, pour ce professeur qui élevait ses enfants avec tant d'amour et qui instruisait ceux des autres avec tant de passion. Ce sous-officier du 1er régiment du train parachutiste de Francazal soutenait son pays, en effet, de toutes ses forces. Prêt à verser son sang, à donner sa vie, pour protéger les autres et défendre notre nation. Le terroriste, beau lui demander de se coucher à terre, Imad choisit de mourir debout. En cet instant précis, du haut de ses 30 ans, Imad Ben Zaten
nous a rappelé que la France ne se couchait devant personne, même face à la terreur, même devant l'amour. 4 jours plus tard, le 15 mars, les caporaux Abel Chenouf et Loïc Libert, accompagnés du première classe Mohamed Le Gouad, tous 3 militaires au sein du 17e régiment de génie parachutiste, croisent le chemin du même tueur. Mohamed Le Gouad et Abel Chenouf sont mortellement touchés. Loïc Libert est grièvement blessé. Mohamed avait 23 ans. Il aimait le football, les jeux vidéo, les sorties entre amis. Il aimait le courage et la liberté. Il les servait chaque jour, parce qu'il avait embrassé la vie militaire. Il était aussi croyant et vivait sa foi pleinement. Car la République permet à chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer sa religion librement. Alors, en l'assassinant, le terroriste a tué le modèle même de ce qu'il aurait pu devenir. Abel avait 25 ans. Électricien de formation, il avait rejoint le 17 de Montauban, par goût de l'aventure, par amour de la France. Le petit dernier de la famille Chenouf, esprit taquin, regard franc, tenait son prénom biblique, Napoléon d'Abel Gans. Foudroyé par 3 balles dans le dos, Abel aurait dû être père 1 mois et demi plus tard. 10 ans ont passé. L'âge de son fils, Étienne Chenouf, qui a le prénom d'un espoir et un nom militaire. Le caporal-chef Loïc Libert, lui, réchappa à la barbarie. Mais il ne pourra plus jamais marcher. La souffrance est désormais sa lutte quotidienne. Et l'hymne de son combat, exemple stupéfiant encore de résilience et d'amour de la France, ce sont les paroles de la Marseillaise qu'il a placardées sur sa porte à l'hôpital des Invalides. 4 hommes, visés parce qu'ils n'étaient pas simplement des hommes, mais parce que derrière eux se dessinait la France. Parce qu'ils avaient noué leur destin au sien. Parce qu'ils croyaient en ses valeurs, portaient ses couleurs, incarnaient son honneur. Le 19 mars, au matin, l'horreur s'en prenait à d'autres visages. Cela même de l'innocence et de la fragilité la plus désarmée. Ce jour-là, pour la première fois en France, une école n'était plus le terrain d'éclosion des savoirs, des amitiés, de tous les possibles, mais le champ de bataille du fanatisme islamiste. Devant l'école juive, au Zahara-Torah, la mort frappa Jonathan Raph Sandler. Raph, signe de respect envers celui qui n'aimait rien tant que transmettre sa religion, son savoir, son amour. Ce fils, cet époux, ce père, professeur et rabbin, fut tué de sang-froid alors qu'il levait ses 2 mains nues, ces 2 mains qui chaque jour bénissaient, écrivaient à la craie, expliquaient, rassuraient ses élèves. Ces 2 mains qu'il tendait à tous, toujours, furent l'ultime et vain rempart contre l'avalanche de haine qui s'abattit sur lui et ses 2 jeunes fils. Gabriel Sandler, 3 ans, qui avait encore cette épine à la bouche, et Harry Sandler, 5 ans, qui attendait, insouciant et gai, la navette du
jardins d'enfants. L'ignominie frappa ensuite la petite Myriam dans son égo. Une enfant de 8 ans aux yeux rieurs. Une enfant de 8 ans pleine de joie et de tendresse qui attendait sagement qu'on la conduise à l'école primaire à quelques pâtés de maison. Dans sa course, Myriam avait trébuché sur son cartable. Son tutu, ses chaussons roses s'en étaient échappés. Derniers emblèmes de beauté et de douceur qu'elle opposait sans le savoir à la barbarie. Des vies innocentes, fauchées à l'aube ou au zénith. D'autres bouleversés à jamais dans leur chair, dans leur esprit. Ceux qui ont été blessés. Loïc Lieber, Aaron Bijawi. Ceux aussi qui ont vu l'horreur, qui ont entendu les balles et les cris, et qui vivent encore aujourd'hui avec le fardeau des images, les échos du vacarme. 10 ans d'un deuil lancinant, d'une béance au corps, au cœur, que rien ne pourra combler. Une blessure, la perte d'un ami, d'un professeur, d'un camarade, la perte d'un enfant, d'un frère, d'un mari. Alors, à travers eux, à travers vous, c'est notre pays tout entier, notre nation au grand complet, qui était frappée au cœur par la folie destructrice et la religion trahie. Il y a 10 ans, le président Nicolas Sarkozy s'était rendu à Montauban. Tout à l'heure encore, il a redit les images indélébiles, les émotions indescriptibles et la dignité de chacune et chacun. Le 1er novembre 2012, le président François Hollande s'était recueilli à Toulouse. Ici, à vos côtés, aux côtés de toutes ces familles, avec la même émotion, la République présente. Et 10 ans après, nous sommes là. Tous les trois côte à côte. Avec vous, Monsieur le Président Herzog. Unis dans l'épreuve et unis dans le souvenir. Nous sommes là pour Imad, pour Abel, pour Mohamed. Nous sommes là pour Gabriel, Harry, Jonathan, Myriam, pour chérir leur mémoire. Nous sommes là pour vous qui avez été blessés, endeuillés, traumatisés, pour vous soutenir et vous entourer. Nous sommes là pour écouter, pour essayer de comprendre, pour transmettre, comme l'écrit humblement Jonathan Chétry, témoin de l'horreur, ce 19 mars. Nous sommes là 10 ans après. Nous sommes là toujours, ensemble. Et nous serons là. Car nous sommes plus forts que les terroristes. Car nous tenons. Car leur projet est un projet de mort. Notre promesse est une promesse de vie. Alors, depuis 10 ans, face au drame, face à leur répétition, nous n'avons pas baissé la tête. Nous n'avons pas non plus baissé les bras. Nous n'avons rien cédé, rien abandonné. Sûrs et fiers de nos valeurs, recherchant sans trêve l'équilibre entre la défense de nos libertés et le renforcement de notre sécurité. Oui, la France a combattu les terroristes en Syrie, au Mali. Et je veux rendre hommage à nos soldats qui ont affronté la guerre loin de chez eux pour que nous puissions vivre en paix. Et nous n'avons eu de cesse, durant 10 ans, de renforcer les effectifs, les moyens des services de renseignement, de nos forces de sécurité intérieure, de mieux coordonner, de chercher de nouvelles techniques, de nous renforcer en français, en européen, d'empêcher par tous les moyens sur notre sol le terrorisme islamique et toutes les attaques. Nous n'avons cessé de renforcer notre justice en augmentant les peines, en renforçant les moyens et là aussi en renforçant les coopérations.
nous nous sommes attaqués à ceux qui, au nom d'une vision dévoyée de l'islam, s'en prenaient aux principes, aux valeurs de la République, pour la diviser, l'affaiblir, justifier. Je veux ici rendre hommage à mes deux prédécesseurs, au Premier ministre Manuel Valls, au travail du ministre de l'Intérieur, tous ensemble, les uns après les autres, avec leurs collègues successivement, nous avons cherché à rendre la France plus forte, fidèle à ses valeurs, mais lucide sur ce défi que vous avez parfaitement décrit, qui est le nôtre, celui de nos générations, et auquel nous ne céderons rien. Rien. Nous avons aussi œuvré pour lutter contre la haine, l'antisémitisme, le racisme sur les réseaux sociaux, en France comme en Europe, et nous continuons. Ce chemin pour lutter contre la haine, ce chemin de vigilance, d'exigence, c'est celui que nous devons à nos enfants, c'est celui que nous devons à nous-mêmes, pour préserver nos libertés face à la barbarie et à l'obscurantisme. Alors tous ensemble, nous avons tenu, résisté et nous tiendrons. Alors, je veux vous remercier, Monsieur le Président, cher Isaac, d'avoir répondu à mon invitation d'être là aujourd'hui avec votre épouse à nos côtés. Il s'agit de votre première visite officielle en France et votre présence est à la fois une évidence et un honneur. Nous sommes là ensemble pour dire à ceux qui ont été frappés par la barbarie que nous les soutenons. Mais nous sommes aussi là pour rappeler ensemble que la France et Israël, Israël et la France, sont ensemble déterminés à vaincre le terrorisme sous toutes ses formes et sur tous les fronts. Et que, ensemble, nous sommes déterminés à anéantir l'antisémitisme, y compris celui qui se cache sous le masque de l'antisionisme. Pourquoi, fin 2019, le Parlement français a adopté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. C'est pourquoi, le 9 mars dernier, le Conseil des ministres a prononcé la dissolution de 2 collectifs antisémites, dont le collectif Cette lutte contre l'antisémitisme, la France l'a ancrée au cœur aussi de sa présidence du Conseil de l'Union européenne. La lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, les plus insidieuses, les plus pernicieuses comme les plus désinhibées. La lutte contre l'impunité sous toutes ses formes. C'est celle que nous poursuivons. Et ce combat, c'est un combat que nous faisons pour Samuel et Myriam Brandel. C'est un combat que nous faisons pour Eva aussi, que nous n'oublions pas. Pour Yaakov et Yafa, avec lesquels nous étions ensemble il y a quelques instants. Pour toutes celles et ceux qui ont tant souffert et subi ces dernières années de ces horreurs et de cet antisémitisme. Mais je veux ici vous le dire très solennellement. Et je le dis ici à toutes les Françaises et tous les Français de confession juive, à tous les franco-israéliens, à tous les Français vivant en Israël. Et je le dis ici à tous nos compatriotes, quelle que soit leur religion, croyants ou non-croyants. C'est un combat que nous devons mener pour la France elle-même et pour la République elle-même. Car c'est un combat
parce que l'antisémitisme et l'antisionisme sont les ennemis de notre République. Et nous savons, depuis que notre pays a été frappé par une vague d'attentats, depuis que la guerre de nouveau fait rage en Europe, nous savons que la liberté n'est jamais un état de fait, mais toujours une conquête, et une conquête de chaque jour. C'est une conquête du cœur, de l'intelligence pour la paix. C'est celle que vous menez, chère Latifa, sans trêve avec votre association. C'est celle que tant d'entre vous menez, vous aussi, madame, vous toutes et tous ici présents, avec force et courage. C'est celle que mènent nos enseignants. Vous avez fait applaudir le rectorat, merci. Et c'est celle que, à travers nos combats, les uns et les autres, ici, mesdames et messieurs, 10 ans ont passé. 10 ans où nous avons levé nos boucliers, resserré nos étaux, étayé nos lois. Mais ces 10 ans ne feront jamais passer la mémoire de mars 2012. Ils n'ont pas effacé les noms, pas davantage les visages, ni l'affection, ni la souffrance. Cette histoire-là est de celles qui doivent être écoutées comme une leçon et transmise comme un pacte, une invitation à nous dresser et à agir chaque jour à débusquer la barbarie partout où elle se tapit. Et c'est notre vocation. Ces combats, ce sont des combats pour l'universel. Et c'est aussi ce qui lie Israël et la France et Israël. Une même vocation au cœur pour l'universalisme et au nom de l'universalisme. Alors à mon tour, je veux saluer, Monsieur le Président, le rôle qui est le vôtre, l'implication qui est la vôtre pour la paix dans toute la région, le courage que vous avez eu de vous déplacer même là où il semblait impossible que vous puissiez aller. Et l'engagement qui est le vôtre, l'engagement de votre Premier ministre et de votre gouvernement au nom de la paix face à la guerre lancée en Ukraine par la Russie pour chercher une médiation. Et je veux vous dire que la France, comme elle l'a toujours fait, se tiendra aussi comme une puissance d'équilibre pour la paix dans la région. Et la paix ne passera jamais au détriment de la sécurité de l'État d'Israël. Si nous sommes là tous ensemble, mes amis, c'est parce que nous tenons. Dans cette continuité de l'État que j'évoquais, dans la continuité des combats qui sont les vôtres, dans la continuité de l'amitié qui est celle de nos deux nations. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour pleurer nos morts, pour raviver leurs souvenirs, pour nous tenir aux côtés des familles et leur dire que nous n'oublions rien. Mais c'est aussi, ce faisant, pour refonder en cet instant notre engagement à combattre. Et c'est pour cela que nous sommes plus forts que les terroristes. Une jeune fille l'a dit admirablement tout à l'heure en plaidant pour l'excès d'amour et de bienveillance. Ne voyez pas là des paroles naïves. J'y ai vu des paroles de combattantes, terribles, redoutables. Mais nous avons déjà gagné. Vous avez eu le courage d'être là aujourd'hui, de venir témoigner une fois encore. Ce courage modeste, Monsieur Sandler, admirable, bouleversant, de le faire avec ce ton qui nous oblige tous, où il n'y a jamais un soupçon de haine. Jamais un soupçon. Le même courage et la même décence, le même civisme, qui nous oblige lorsqu'il faut répondre aux propos les plus ignobles, comme vous l'avez encore fait récemment.
Et si Yaakov et Yapham ne peuvent pas être à nos côtés aujourd'hui, ils sont du même combat, le vôtre, madame, le vôtre, madame. Parce que dans leur école, depuis 10 ans, ils continuent d'élever et d'éduquer des enfants. Ils continuent, avec le même amour, de voir dans chacun de ces enfants le visage de la petite fille qu'ils n'ont plus. Ils sont tenus. C'est cela notre force. Nous avons tenu, nous tenons et nous tiendrons. Et c'est pour cela que vous avez déjà gagné, que nous gagnons et que nous gagnerons. Parce que ce que nous aurons transmettre, ce que nous avons ensemble de plus précieux, la sève de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la République! Et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit toujours forte et grande par l'union et la concorde. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et font régner notre pays l'ordre et la justice. Que la France jouit d'une paix durable qui conserve toujours son rang glorieux au sein des nations. Que l'Éternel accorde sa protection, sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui, en France et partout dans le monde, défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur, notre Libérateur. Amen. Amen. J'ai écumé des auteurs et à un moment je suis tombé sur un auteur qui est tombé amoureux de ce personnage aussi et on a fait 22 versions de ce texte. Et quand on est arrivé à un texte que vous allez entendre ce soir pour la première fois, parce qu'il était très important que la première européenne de cette pièce soit dans la ville qui l'a aimé le plus, c'est-à-dire Toulouse, on a travaillé. Et j'ai eu un flash quand j'ai rencontré Amir Haddad. J'ai eu un flash parce que je déteste les cases. Je n'aime pas qu'on pose des étiquettes sur les gens. Je trouve que c'est trop facile. Et tout d'un coup, j'ai rencontré un chanteur qui avait envie de rencontrer un beau texte, qui n'avait pas peur de commencer par le plus difficile dans ce métier, c'est-à-dire un monologue, tout seul, un destin vrai, où on ne peut pas tricher, où on ne peut que ressentir, parce que il a existé, donc le plus beau des honneurs à lui rendre, c'est d'aller ressentir en soi une vérité et une sincérité qui ne fabrique jamais. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé pendant des mois et des mois avec toutes les équipes. Et ce soir, je suis particulièrement ému parce que tout à l'heure, je passais dans les rangs et il y a un monsieur qui m'a arrêté et qui m'a dit « Vous pouvez dire bonjour à cette dame ?» Je lui ai dit « Bien sûr ». Et il me dit « Cette dame s'appelle Edith Nakache. C'est la sœur d'Alfred Nakache, et je voudrais qu'on l'applaudisse. » Arrêtée par la Gestapo, et notre petite Annie remise à une institution municipale. Notre appartement est pillé. Coupe et médailles dérobées. Nous avons été dénoncés. Par un milicien. Quatrième sélection. Comment en est-on arrivé là? On m'avait conseillé de fuir en Espagne, mais j'ai pas réussi. Trop compliqué avec la petite,
Et puis j'ai pas voulu fuir ma France, mon pays, mon drapeau. Je suis le meilleur nageur français. Je représente la France. J'ai même participé aux Jeux Olympiques pour elle. La prison Saint-Michel. Aucune nouvelle de Paul et Annie. Je me déshabille. Touche brûlante. J'enfile un pyjama rayé troué de partout. Des chaussures dont l'une est trop grande et l'autre trop petite pour moi. On me tasse dans un camion. Quelques jours plus tard, je suis assigné à l'infirmerie en tant que kiné. On mange un peu plus que les autres et les capots nous jalousent. En particulier, l'un d'eux qui me demande régulièrement de lui garder un morceau de pain dans l'espoir que je le mange afin qu'il puisse me dénoncer. Je me retiens des nuits entières à sentir ce quignon de pain dans ma poche. Et quand il vient pour me le réclamer, je le lui tends avec ce qu'il me reste de sourire. Je suis assistant du professeur Weitz. C'était un ponte à l'université de Strasbourg. Depuis sa déportation, il prend le risque quotidien de soulager les pires douleurs et ment régulièrement sur le nombre de blessés qui doit rester limité afin qu'il puisse s'occuper d'un maximum de personnes. À l'infirmerie, on improvise car on manque de tout. Les approvisionnements se font au gré des arrivées. Les Allemands récupèrent les médicaments sur les fameux tas de valises et nous les donnent. Aujourd'hui, des gradés du régime nazi sont venus visiter le camp. On m'appelle. J'arrive au bord d'un bassin à l'eau insalubre. L'officier sort son poignard. Ça y est, cette fois, je vais mourir. Il le jette dans l'eau sale et hurle en riant « Va me chercher !» Je le regarde. Je comprends pas. Il pense que je vais me noyer en allant chercher son couteau. Je lui ferai pas ce plaisir. Je prends ma respiration et plonge sans hésiter. Elle est glaciale et marron, mais ça reste de l'eau. Je suis dans mon élément. Impossible d'ouvrir les yeux. Je tâtonne. On n'y voit rien. 1 minute passe. Sûrement me croit-il déjà mort en haut. Mais où est ce maudit couteau? Ça y est, je le sens. Je le mets dans ma bouche. Je remonte à la surface. Surtout, ne pas leur montrer que je suis épuisé.
Une fois remonté, rendre le couteau à son propriétaire et rejoindre dignement l'infirmerie pour m'effondrer loin des regards. Ça y est, je suis devenu un animal bien dressé, obéissant. Mais si ça me permet de revoir les miens un jour, je suis prêt à toutes les pitreries et autres humiliations. Souvent j'en parle le soir avec l'italien Primo. Il a quelques notions de français. Alors lui, c'est un pessimiste. Il pense que les femmes et les enfants sont immédiatement tués, car inutiles. Tu sais ce qui nous fera survivre ici, Alfred? La chance, principalement. Il n'y a pas de règles précises, visibles, qui permettent la survie du plus cultivé ou du plus ignorant, du plus religieux. Avant tout, la chance. Et plus loin derrière, la santé. Nous avons eu de la chance car ici, je ne suis pas Primo Levi, mais le chimiste numéro 4517. Et tu n'es pas Alfred Nakache, mais l'infirmier. Cela nous permet de travailler dedans quand il fait froid dehors. Cela nous aide à survivre. Moi, je n'ai pas la foi. Je n'ai que ma nostalgie. La nostalgie, c'est une douleur humaine, une douleur au-dessus de la ceinture, qui concerne l'être pensant, que les animaux ne connaissent pas. La vie ici est animale. Nous souffrons comme des bêtes. La peur de la mort est reléguée au second plan. Hier, un de nos compagnons a été condamné à la chambre à gaz. Il savait que l'usage voulait qu'on donnât une seconde ration de soupe à celui qui allait mourir. Et comme on avait oublié de la lui donner, il a protesté. Mais monsieur le chef de baraquement, moi je vais à la chambre à gaz. Donc je dois avoir une autre part de potage. Primo sortira des camps. Il tiendra, dans l'unique but de témoigner de cette horreur. Il racontera. Puis Primo Levi se suicidera. Des compagnons d'infortune, j'en ai quelques autres. Tous ceux qui parlent français, en fait. Nous sommes un petit groupe au milieu de cette marée humaine de juifs parlant uniquement yiddish. Je profite de mon poste à l'infirmerie pour leur obtenir quelques avantages. Rien de bien important, mais vu notre situation, le moindre trognon de pomme est un repas gastronomique. Ce matin-là, je
suis à l'infirmerie. Le soleil cogne sur les carreaux. Et au loin, j'aperçois les bassins de rétention d'eau en cas d'incendie. Ils sont rectangulaires, environ 15 mètres de longueur, je dirais. Mon prochain coup de folie se dessine. Je vais chercher les amis, Noah, Willy et quelques autres. Toi, tu restes là et tu surveilles. Les officiers sont partis déjeuner. Je plonge. Je nage. Enfin. C'était pas la piscine olympique du TOEC, ni même la piscine Sidi Msik de Constantine, mais je fais des longueurs. Pour le plaisir. Je suis vivant. Ici, le seul moyen de survivre, c'est l'espoir. L'espoir de nager. L'espoir de revoir les miens un jour. Nous tenterons encore à une ou deux reprises de tromper la vigilance des gardiens et des capots. Mais le froid reviendra blanchir le sol polonais. La neige et la glace reprendront leur pouvoir sur notre loisir secret. Un soir de janvier, le camp est évacué. Le bruit court que l'armée russe approche. Je suis avec Victor. Nous marchons. Nous ne savons pas où nous allons, les Allemands nous empêchent de nous arrêter. Aucun repos n'est toléré. Victor est comme moi. Lui aussi, c'est un sportif de haut niveau né en Afrique du Nord, en Tunisie. À seulement 20 ans, il est devenu champion du monde de boxe en poids mouche. On l'a d'ailleurs surnommé Victor Young Pérez. Lors des combats qu'organisent les SS pour se divertir, le plus souvent, il doit se mesurer à des gardes allemands poids lourds qui le détruisent en quelques secondes. Car à présent, on ne ressemble plus à rien. Nous sommes des loques. Et nous marchons. Sans but. Victor, privé du bout de pain qui lui aurait sauvé la vie, tombe au sol. Je le relève, mais il retombe. Je le relève, il retombe. Et je le relève, il retombe. Et là, sans même réfléchir, un garde allemand arrive, il le met en joue et le fusille. Je n'ai plus la force de crier. Je n'ai plus la force de lutter. Je traîne Victor sur le côté. Je lui ferme les yeux. Plus tard, ces départs précipités des prisonniers juifs seront appelés les marches de la mort. Je ne sais pas combien de temps elles ont duré. Je ne sais pas combien sont morts en marchant. Nous arrivons finalement à Buchenwald en Allemagne, où j'ai le bonheur de rencontrer un ami de longue date,
frère d'un des nageurs du TOEC, Roger Fouché-Créteau, qui me propose alors d'écrire sur son journal d'un déporté. C'est la première fois que je prends la plume depuis 15 mois de détention. Que d'embûches furent dressées sur notre chemin. Notre convoi, parti de France le 20 janvier 1944, compte peu de rescapés sur 1300. Je n'en reconnais qu'une cinquantaine. Me voici donc à mon tour, l'hôte de Buchenwald. Tu ne peux imaginer, mon cher Roger, combien fut grande ma joie de te revoir. Il me semblait revoir un peu de notre France, car j'étais horriblement seul dans le camp de Pologne. Ma femme et ma fille, qui avaient quitté Drancy et la France en même temps que moi, sont peut-être encore quelque part. Que Dieu fasse que nous nous retrouvions un jour. Cette dramatique aventure que nous vivons aujourd'hui est la suite logique de l'idéal commun pour lequel nous avons combattu. Et pourtant, au cours de nos rencontres, aucun de nous ne pensait à l'arrestation dont nous pouvions du jour au lendemain être les victimes. Cependant, la même épée de Damoclès, entre les mains du même homme abject qui se prétendait notre ami, était suspendue sur nos têtes. Ah, Jacques Cartonnet. Mais un jour viendra, Inch'Allah, les souffrances, les tortures, les cendres des crématoires appellent la justice et une vengeance irréparable s'abattra alors sur ces barbares. Il nous reste encore de durs moments à passer, mais c'est plein de résolutions que nous aborderons le nouveau chemin que se sera tracé l'humanité nouvelle. Je reste quelque temps à Buchenwald, dans le seul but de retrouver la trace de Paul et Annie. Je n'y apprends rien de nouveau. Je ne sais pas si je dois m'angoisser ou me sentir rassuré par cette absence de nouvelles. Je reste également pour aider à l'hôpital des camps et m'occuper des derniers survivants. Finalement, je suis transféré à Paris. Escale à l'hôtel Lutetia, puis direction l'hôpital pour soigner une infection à l'oreille. J'y apprends que tout le monde me croit mort. Je préviens mes amis de Toulouse. Ils m'apprennent que le maire a décidé de baptiser la piscine municipale en mon nom, en hommage posthume. Retour à la gare Matabio. Dans le bon sens cette fois. Je descends du train. Ils sont tous là, ahuris. Je pèse 39 kilos. Je suis un homme brisé. Je garde encore l'espoir de revoir Paul et Annie. La famille de nageurs Jeanne me recueille. Je reprends des forces. Et chaque fois qu'un convoi de retour des camps est annoncé, je me rends à la gare Matabio pour accueillir mes deux anges. Cent fois j'ai cru les apercevoir. Mais finalement, je rentre un peu plus
plus triste que la veille. Chaque fois, je suis dévasté. Et je reste plusieurs jours prostré chez moi.